Et c'est toujours votre émission Le Grand Soir, la dernière manche. Nous l'abordons maintenant avec la tribune politique, le débat. Donc, sur votre chaîne de télévision, à l'initiative du président de la République, le Palais des Congrès à Cotonou a abrité du 10 au 12 octobre 2019 le dialogue politique national, au terme duquel 18 recommandations ont été formulées par les 96 délégués représentant 8 partis politiques sur 9 conviés. Des recommandations et des doléances constituent donc le contenu du rapport remis à Patrice Talon. Le compte rendu a d'ailleurs été fait aujourd'hui en Conseil des ministres. Quelle chance de concrétisation pour ces différentes recommandations que prioriser dans la matérialisation de ces vœux des 96 délégués. Voilà entre autres questions que nous aborderons avec nos invités qui ont bien voulu nous faire cet honneur de partager ce plateau avec nous ce soir. Je voudrais vous présenter le premier, Hassan Seibou. Il est député, il est membre du bloc républicain. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci pour la disponibilité. En face de vous, nous avons Fred Kouenou, responsable au sein du parti Foscori pour le développement du Bénin. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher ami. Voilà. Avant de rentrer dans le vif de ce qui nous rassemble, lorsque vous avez, à l'ouverture donc de ce dialogue politique, vous avez suivi l'adresse du chef de l'État, qu'est-ce que vous avez ressenti, Fred Kouenou? Un sentiment de fierté, d'appartenir à une nation qui se rassemble après les douloureux événements que nous avions vécus en avril 2019. Et le premier magistrat a décidé de siffler la fin de la récréation et de nous mettre tous ensemble pour que nous puissions réfléchir. Donc c'est ce que j'ai remarqué dans son discours, réfléchir pour voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter aux problèmes immédiats, mais ensuite voir comment on peut ouvrir les portes d'un avenir beaucoup plus rayonnant pour notre pays. Voilà. Voilà, les délégués estimaient que le chef de l'État, dans son discours, avait déjà tracé un peu les points sur lesquels les débats pouvaient se mener. Hassan Seibou, l'ordre du jour, certains partis politiques estimaient qu'il n'y avait pas d'ordre du jour préétabli et il revenait à vous, délégués, de pouvoir le faire. L'adresse du chef de l'État vous avait favorisé un peu la tâche? Oui, bien sûr, merci beaucoup de m'avoir invité à cet échange-là. Vous aviez d'abord demandé quel était le sentiment de chacun. Vraiment, moi, c'était un sentiment de fierté, un sentiment de retrouver une personne, le chef de l'État, qui est dans une constance, dans une logique qu'il a guidée depuis avant les élections, en cours et après les élections. Il est resté dans la recherche de dialogue et de solutions à des problèmes. Souvenez-vous qu'il y avait eu un retour devant l'Assemblée des difficultés qu'il y avait à pratiquer ces textes-là. Et l'Assemblée avait passé près de mois sans pouvoir trouver de solutions. Qu'on a dû aller aux élections. Évidemment, les problèmes qui se posaient ne pouvaient que être vérifiés dans la pratique. Il est resté dans la même constance de recherche de cette logique-là. Cette fois-ci, on ramène le débat pour dire, bon, écoutez, quelque chose n'a pas marché dans ce que nous avons fait. C'est juste. Mais aussi, le dialogue politique ne peut se faire que par des partis politiques. Quand il y a un malaise, vous ne pouvez pas appeler des gens pour leur dire de discuter sans qu'ils aient un intérêt dedans. Alors, vous constaterez dans le pays que souvent, on a mis des commissions en place pour dire on réfléchit sur le devenir politique. Mais on ne parle pas des politiciens eux-mêmes. Moi, je me sentais comme quelqu'un qu'on met devant sa responsabilité ce jour-là. De dire, très bien, on a des problèmes, on veut évoluer, nous avons décidé, nous tous, de faire la réforme des partis politiques, nous avons eu des lois, c'est vous qui avez fait ces lois-là. Alors, asseyez-vous et dites-moi, je vous invite, venez me dire quel est votre souhait. Pour que la réforme puisse continuer ou pas. Et vous avez vu quand le chef de l'État est même venu à la Cour, il a dit, je me rends compte que
vos conclusions ne remettent pas en cause la réforme politique qui est en cours. Et justement, il y a un point inscrit à l'ordre du jour, le renforcement donc du système partisan. Exact. On va y revenir, mais avant, je voudrais tout de même savoir, parce que quand on va à un dialogue politique, d'aucuns estiment qu'on devrait sortir donc de ces assises, de ces travaux, avec des résolutions et non des recommandations et doléances. Pourquoi ce choix des délégués? Écoutez, c'est une affaire de terminologie. Nos recommandations étaient aussi des résolutions, mais des résolutions prises par les délégués, par les participants, mais qui sont présentées comme des doléances et des recommandations à l'endroit du chef de l'État. Pourquoi? Parce que, précisons que le chef d'État n'était pas obligé de convoquer ce dialogue. Nous ne sommes pas dans la connotation d'il y a 29 ans. Nous ne sommes pas réunis pour échanger sur la politique, l'orientation générale de l'État en matière politique ou en matière économique. Donc, il n'était pas question de toucher les fondamentaux de notre République actuelle. Donc, il était question que nous puissions nous réunir et voir qu'est-ce qui n'a pas marché, notamment dans les deux lois qui étaient mises en cause, la charte des partis politiques et le code électoral, et de voir pendant que nous y sommes, quelles sont les perspectives nouvelles que nous pourrons dessiner pour notre pays en tant qu'acteurs politiques. Voilà pourquoi est-ce que, à mon avis, ces recommandations, ont été présentées au chef de l'État, quitte à lui maintenant et à son gouvernement de voir quelles sont les mesures qu'ils vont prendre dans la mesure du possible pour satisfaire ce que les acteurs politiques ont pensé. Très bien. Vous avez la même appréhension? Oui, à peu près. Recommandations, résolutions, on présente comme des doléances au chef de l'État. Nous avons les mêmes approches, mais il faut les observer de façon peut-être un peu mitigée et différente. Il s'agit d'un dialogue politique. Il ne s'agit pas d'une conférence nationale. Quand il disait 29 ans avant, c'était la conférence nationale. Le chef de l'État l'a dit, nous ne sommes pas, dans son discours c'était clair, nous ne sommes pas dans une situation de blocage constitutionnel ou de difficultés de gouvernance qui nous amènent à un pays dans l'impasse, ainsi de suite. Nous connaissons une crise politique peut-être liée, n'est-ce pas, au fonctionnement et à l'application d'une loi ou des lois de notre pays. Ça, ce n'est pas une crise majeure. C'est pour cela qu'il parlait de, quand vous avez une toux bizarre, vous faites une consultation. Premier aspect pour aborder ce sujet. Deuxième aspect, c'est que quand on vous invite à un dialogue politique, on vous dit, mettez-vous ensemble et dites-moi comment nous allons avoir mieux que ce que nous avons aujourd'hui, tant dans l'avenir que pour régler les problèmes qu'il y a. À partir de ce moment-là, c'est celui qui vous a invité, c'est à lui que vous faites des recommandations. Vous ne pouvez pas avoir des résolutions applicables ou... Non. Il dit, dites-moi ce qui ne va pas, faites-moi les suggestions, je vais voir. C'est pour ça que vous allez constater que dans le débat, nous avons distingué les points sur lesquels nous avons de consensus, des points sur lesquels c'est des recommandations, parce que nous sommes venus pour un dialogue. Et il faut dire vraiment, je veux saluer l'opposition, la tenue de l'opposition dans ce dialogue, parce qu'ils ont été assez responsables. Faire comment on appelle, chaise vide, pendant qu'on vous dit de dire quel est ce qui vous gêne, ce n'est pas responsable. Il faut dire ce que vous avez comme problème à celui qui vous a invité. Et là, il lui appartient d'examiner la faisabilité de chaque point. Tout le monde dit ce qu'il veut dans la salle. Tout le monde s'est exprimé librement. Mais cela ne veut pas dire que quand vous avez 11, 10, 20 points que vous avez revendiqués, vous-même vous attendez à ce que les 20 ne soient pas tous pris. Mais ce qui est important pour vous sera au moins examiné. Chaque point sera examiné. Et je crois que c'est l'exercice qui se fait en ce moment en Conseil des ministres. Donc on ne pouvait pas avoir des résolutions. Nous ne pouvons pas remettre au chef de l'État des résolutions parce que d'abord ce forum-là n'est pas un cadre constitué. Ce n'est ni un cadre constitué, ni une conférence souveraine convoquée dans ce sens. C'est un forum de dialogue juste pour faire des suggestions au chef de l'État, ce que nous avons fait. Et je crois que ça a été fait de la belle manière en distinguant ce qui est recommandation
de ce qui est consensus qu'on lui suggère. Tout ça, c'est des suggestions, mais on a regardé les volets où on s'est entendu, les volets dans lesquels il y a des approches différentes. Toutes les approches sont dans le rapport. Toutes les propositions sont dans le rapport. Et justement, nous reviendrons au contenu de ce rapport. Vous le disiez, il y a des aspects qui ont reçu le consensus ou l'assentiment de tous les délégués. Quand nous prenons, par exemple, le renforcement du système partisan, quand nous prenons un certain nombre de choses, par exemple, les élections générales. Apparemment, tout le monde veut assumer aujourd'hui. Hassan Seyibou. Bien sûr, je pense que l'un des points les plus forts sur lesquels nous étions tous d'accord, opposition comme mouvance, c'est les élections générales. Dans notre pays, regardez, nous allons faire des élections en 2020, en 2021. Nous venons de sortir d'une élection en 2019. Et chaque élection, nous l'avons calculé, ça fait près de 19 milliards qu'on dépense dans l'organisation, en tout cas de toute l'élection. Si vous multipliez par 3, écoutez, 19 milliards, ça fait la contribution pour faire une route. La contribution du Bénin pour faire des ouvrages dans ce pays. On ne peut pas... Et ça, vous savez que quand il y a élection, s'il y a du stress, les gens ne travaillent pas. Ils s'occupent des questions électorales dans les services et dans tout. Donc l'administration est bloquée. L'administration est bloquée. Comme l'a dit un de nos collègues, à juste titre, je crois que c'est eux qui sont en face. Ils ont dit, même le taux de maladie, de stress, de tension artérielle que les politiciens attrapent devient plus grand. C'est une manière de dire que nous n'avons plus notre sérénité quand nous devons faire des élections juxtaposées. Alors nous avons dit qu'il faut mettre fin à ça. Je crois que ce débat n'est même pas nouveau. Il a failli être tranché entre-temps dans une révision de constitution manquée. Mais alors on a dit qu'il vaut mieux prendre une année pour faire toutes les élections. C'est d'abord ça l'idée. Une année pour faire toutes les élections, lesquelles en couple ont été des suggestions différentes. Pour certains, il faut avoir trois élections, mais dans la même année, c'est-à-dire présidentielle, communale et législative couplées, et puis les locales qu'on est en train de suggérer. Une autre manière de les organiser, parce que le contentieux, il est très lourd. On finit même les 5 ans sans que la Cour ait fini de traiter la moitié des contentieux. Donc, avec son poids, on peut trouver les moyens de l'organiser de façon un peu plus décentralisée. Donc, on peut bien sûr faire ces élections-là à intervalles variés encore. Certains disent 3 mois, 6 mois. Tout ça là a été versé au chef de l'État pour examiner. Et même la période où on doit commencer cet exercice-là, ça fait objet de plusieurs suggestions. Donc, derrière ce consensus se trouvent des propositions des uns et des autres selon, bien sûr, les centres d'intérêt. Quand je prends FCDB, qui ont fait une suggestion que je trouvais bien sûr responsable, de dire qu'il ne faut pas précipiter cette affaire-là pour faire encore un autre cafouillage. D'autres ont dit non, en 2020, là, il faut faire les 3 élections. Ça veut dire qu'il faut écourter le mandat du président, écourter le mandat des députés. D'autres disent non, c'est 2021. Donc il y a eu plusieurs suggestions. Mais il appartient au chef de l'État, à qui on a suggéré de voir les cailloux que nous avons lancés à la surface de l'eau, quelles sont les vagues que ça crée. Est-ce qu'il y a des vagues qui tiennent, qui ne vont pas faire chavirer des choses? Quels sont les ajustements nécessaires sur le plan juridique, sur le plan constitutionnel, sur le plan même politique? On va faire l'examen et dire non, je pense que pour réussir ce que vous tous vous voulez, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Nous n'avons pas tranché ces aspects-là dans le forum de dialogue. Je ne peux pas dire mais la question qu'il a dit n'est pas normal. Tout de même, la question qui se pose, c'est vrai, vous faites partie de l'opposition, Fred Konou, l'opposition qui, par ailleurs, ou du moins précédemment, n'avait pas assumé la responsabilité d'une révision de la Constitution. Est-ce qu'on pourrait s'attendre aujourd'hui à ce que l'opposition puisse assumer cela?
Écoutez, au niveau de notre formation politique, nous sommes dépositaires d'une nouvelle logique que nous appelons l'opposition constructive. C'est-à-dire, nous voulons voir ce qui est bon pour le pays. Nous ne sommes pas dans des guerres de personnes. Nous sommes dans une opposition au régime sur la base d'une idéologie politique claire et sur la base d'un projet de société clair. Dans notre projet de société, nous avons toujours pensé que la révision de la Constitution était une des clés majeures pour le développement de notre pays. Nous avons toujours pensé qu'il y avait des difficultés. C'est d'ailleurs pour ça, parce que nous sommes venus à ce dialogue dans un esprit non seulement de régler les préalables, mais ensuite d'ouvrir les portes de l'avenir. C'est d'ailleurs pour ça, quand il s'est agi pour nous de soutenir la question des élections générales, nous n'avons pas hésité à proposer que nous démarrions cette expérience à partir de 2026. Retenez que nous ne sommes pas venus dans l'intention d'écourter le mandat des députés actuels. Certes, nous n'avons pas été... on n'a pas compétit avec eux. Nous pensons, nous autres par ailleurs, que la 8e législature pose peut-être un problème éthique, mais ne pose pas un problème de légitimité ou d'égalité. Et on n'est pas aussi préoccupé par le fait qu'il faille écouter le mandat du président de la République. Donc, nous voudrons que les choses se passent de manière légale et légitime, parce que, en démocratie, l'identité remarquable de la République réside invariablement dans le libre consentement de chaque citoyen à se laisser gouverner par les institutions de notre choix à nous tous. Dans le cas d'espèce, c'est des lois que nous avons votées. Donc s'il faille aujourd'hui assumer la révision de la Constitution, nous sommes prêts à assumer la révision de la Constitution. La Constitution du Bénin, c'est quoi? C'est une loi fondamentale qui codifie notre vivre ensemble, notre avenir ensemble. Et qui oserait me dire que le peuple béninois que nous avions eu en 1990 est le même peuple aujourd'hui? C'est pas vrai. Quelqu'un a dit on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, tout court, tout passe. Je crois que ça doit être Héraclite qui l'a dit. Ça sous-entend qu'on a les mêmes personnes, mais on change au fil du temps. Alors s'il fallait moderniser notre peuple, ça passe forcément par la question fondamentale de ce qui nous met ensemble. Et donc nous sommes prêts à toucher à ça. Parce que de quoi s'agit-il? On a fait depuis le temps du président Kérékou, me semble-t-il, de la révision de la Constitution un sujet tabou. Ceux qui veulent réviser sont tous des apatrides. Mais si vous observez bien... En fait, c'est ce qui se dit. Oui, on les prend comme ça. Mais si vous observez bien, la position des gens varie en fonction des positions politiques qu'ils occupent. Ceux qui sont aujourd'hui contre la révision de la Constitution, hier, ils ont voulu. Ils étaient aux affaires, ils ont même introduit des projets de révision de la Constitution. Ouais, donc quand on est aux affaires, on trouve nécessaire de réviser parce qu'on a envie de faire de grandes choses pour le pays. Et c'est l'opposition en ce temps qui bloque. Quand on change de chaise, c'est ceux qui étaient opposés hier qui viennent aux affaires qui pensent que mais, finalement, dans l'exercice du pouvoir, on se rend compte qu'il faut enlever certaines choses pour pouvoir avancer. Et c'est les autres qui bloquent ensuite. Où est l'intérêt du peuple? Ce que je veux dire, c'est que aussi glorieuse que puisse être l'histoire d'un pays, il ne peut fonder son développement sur le respect que l'USP sont passés. Donc on ne peut pas continuer à se dire il y a eu un consensus en 90 et qu'il ne faut pas avancer. Regardez par exemple, l'honorable l'a si bien dit, et tous les délégués présents de tous les partis politiques présents à ce dialogue ont reconnu le coût, non seulement matériel, financier, mais aussi psychologique, que les élections ont sur notre peuple. D'abord sur les acteurs politiques, ensuite sur les familles. Parce que un parti politique, c'est un instrument de conquête et d'exercice du pouvoir d'État. Et nous avons plusieurs partis politiques dans le pays, donc les moments électoraux sont des moments privilégiés d'affrontement. Et dans une famille, vous avez plusieurs membres qui appartiennent à plusieurs familles politiques. Quand on a une élection au Bénin, 2 ans avant, on commence les pré-campagnes. On commence par en parler. C'est-à-dire qu'on est en 2019. On a fait une élection en 2016. C'est-à-dire qu'en 2014, on a déjà commencé par parler de ces élections. Et on a fait une élection en 2019. Donc déjà, en 2017, on parlait déjà. Quand est-ce que nous avons le temps de travailler? Alors que le socle sur lequel, un des trépieds sur lesquels repose le Bénin, c'est le travail. Notre devise dit fraternité, justice, travail. Quand on ne met pas notre peuple au travail, comment on s'en sort? Là où il n'y a plus de travail,
c'est que le Bénin a cessé d'exister. Et vous ne pourrez pas parler de travail lorsque vous passez quoi? Et donc, ça évolue aujourd'hui quand on sait que les 96 délégués, puisqu'ils représentaient donc les partis politiques, ils sont unanimes sur le fait qu'il faut généraliser, ou du moins il faut avoir des élections générales. Sur la question de la généralisation, nous sommes tous unanimes. Maintenant, est-ce que nous sommes tous en mesure d'assumer? Ça, c'est un autre point d'interrogation. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous voulons assumer, nous voulons aller jusqu'au bout. Voilà. Le toilettage des tests qui ont posé problème, le renforcement également du système partisan, ce sont des aspects sur lesquels vous êtes entendu, et je crois que le gouvernement dans les toutes prochaines heures également va poser des actes allant dans ce sens-là. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, il y a une solution qui a été trouvée par les délégués. Oui, je voudrais, avant de répondre à votre question, dire quelque chose sur la révision de la Constitution. Nous devenons de plus en plus ridicules au Bénin. Pour moi, de faire, dès qu'on dit révision de la Constitution, on fait croire aux paysans qu'on veut faire un coup d'État, même au président, on veut brûler le pays. Nous soutiendrons toute révision, si elle est conséquente du besoin que nous avons exprimé d'avancer sur un chapitre donné et que ça touche à la Constitution. Je vais être clair pour dire, si dans ce que nous avons recommandé au chef de l'État, tant l'opposition que la mouvance, si la conséquence c'est de toucher la Constitution pour réussir, nous n'hésiterons pas. Nous allons soutenir et nous allons susciter. Parce que si on doit faire des élections générales, tout le monde sait que il faut corriger quelque chose dans la Constitution. On a recommandé la question des femmes et tout ça. On a dit on va constitutionnaliser. Il y a plein de choses qui, pour baliser l'avenir, si ça venait, nous allons le faire. Nous ne posons pas le problème de la révision de Constitution en termes de vœux. Non, mais en termes de conséquences. Et je crois que même le chef de l'État est hésitant quand on dit Constitution. Non, mais parce qu'il faut que ça soit conséquent. Si c'est la conséquence de quelque chose, tout le monde doit être partant. Sinon, nous allons retarder ce pays encore davantage. Ceci dit, sur la question du toilettage des textes, je crois qu'on s'est mis d'accord. Et d'ailleurs, tout ce que nous sommes en train de dire là entrait dans le cadre de toilettage aussi des textes. La charte des partis, quand vous prenez cette charte-là, elle a créé des problèmes tout récemment sur un certain nombre de conditions qu'elle mettait à l'existence même des partis politiques. Je crois que le nombre de représentants dans chaque commune a été abordé. À l'étape actuelle, nous sommes à 15 par commune. Oui. D'autres ont dit qu'il faut réduire à 7. D'autres ont dit non, il faut renforcer. D'autres ont soutenu. Je crois que l'examen va se faire. Mais ce que je constate, c'est que tous les points qui ont fait objet de difficultés dans les lois, dans l'application du code électoral à l'occasion des dernières élections et de la charte des partis, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas pu faire à l'Assemblée à l'époque, quand le chef de l'État avait demandé de la recherche du consensus. Dites-moi ce qu'il faut faire. Je crois qu'aujourd'hui les gens l'ont dit. Tout le monde a dit ce qui ne va pas. Nous avons recensé. Et si cela rencontrait l'accord du chef de l'État sur ce qui est consensuel, ou même quand ce n'est pas consensuel, si on trouvait le modus vivendi sur lequel nous nous mettons d'accord, je crois que le toilettage ne fera que passer à l'Assemblée, puisque les partis représentés à l'Assemblée étaient tous à cette conférence et ont dit que tout ce qui peut permettre de décrisper la situation ou de faire évoluer la situation qu'ils vont soutenir. Ça, c'est ce que les deux partis, en tout cas, Union progressiste et le Bloc républicain ont déclaré. Et cela veut dire que si on arrivait à avoir un consensus sur un point de toilettage de ce texte-là, ce sera sans appel, ça sera soutenu.
En tout cas, les partis politiques ont appris des derniers événements, surtout en ce qui concerne les doublons qui ont fait que certains partis politiques n'ont pas eu la chance de compétir. Mais au-delà, le statut de l'opposition était une question cruciale que vous avez évoquée. Quelle était la motivation véritable? Sur la question du statut de l'opposition, nous avons été clairs. Pour nous autres, le statut à l'étape actuelle est inapplicable. Nous avons demandé qu'on puisse réécrire nos statuts de l'opposition en tenant compte de l'évolution de notre pays. Voyez-vous, selon la charte actuelle des partis politiques, un parti peut naître sans une idéologie politique claire, sans un projet de société clair. Et pendant ce temps, on demande aux gens de faire de l'opposition. C'est-à-dire qu'ils s'opposent à celui qui dirige ou à celui qui gouverne sur quelle base. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que l'opposition devient une opposition de personne. Est-ce que je me retrouve avec lui? Est-ce que je bénéficie de sa gouvernance? Sinon, ok, je l'attaque. Et nous avons fini par ériger ce modèle comme le modèle universel de l'opposition dans notre pays. Si bien que notre vie politique, elle est ponctuée de manifestations farouches, de diatribes. C'est ça que nous appelons vitalité de la démocratie béninoise. Donc, quand il n'y a pas ça, il n'y a pas opposition. Fondamentalement, que ce soit à l'Assemblée ou en dehors de l'Assemblée, l'opposition se résume à quoi? Des attaques et des diatribes. Parce qu'il n'y a pas un projet de société qui sous-tend les partis, que ce soit de l'opposition ou autre, dès le départ. Nécessairement, celui qui dirige, il est obligé de diriger sur la base d'un programme d'action du gouvernement. Mais si vous n'avez pas un projet de société, comment est-ce que vous pouvez vous opposer à lui? Sur quelle base? Est-ce que vous vous opposez? Est-ce que vous faites des propositions? Donc nous avons demandé qu'on puisse réécrire un statut de l'opposition clair en précisant d'abord que les partis politiques doivent avoir une vision et une idéologie claire. Si bien qu'en s'enregistrant, ils s'enregistrent tels. Et lorsque ils voient... Donc il y a cette responsabilité d'affirmer clairement qu'on est... Mais si nous ne le faisons pas, nous n'avons pas d'opposition. Ne soyons pas étonnés, ne nous étonnons pas, ne soyons pas surpris de ce que nous appelons opposition dans notre pays. Parce que la base, c'est qu'il n'y a pas un projet de société véritable. Donc, sur quelle base je m'oppose à celui qui dirige? Alors, si on veut écrire un véritable statut de l'opposition, il est temps que nous apprenions à faire les choses dans les règles de l'art. Vous savez, aujourd'hui, il y a des partis aujourd'hui au Bénin qui disent « Je ne veux pas faire l'opposition ». Et ils ne feront pas l'opposition. À mon droit, parce que quel est le projet de société de départ? Si votre adversaire qui a un projet de société contraire au vôtre vient aux affaires, vous ne pourrez pas dire en ce moment, vous ne ferez pas l'opposition. Parce que son projet de société est complètement différent du vôtre. Donc si on veut régler la question du statut de l'opposition, nous devons d'abord régler la question de la constitution, de la formation des partis politiques dans notre pays. C'est ça la réalité. Donc c'est sur ça que nous avons attiré l'attention. L'idéologie, c'est ce qui manque le plus ici, par ailleurs. Hassan, c'est où? Sûrement, il n'y a pas... Quand vous prenez les statuts de nos partis politiques, sur les 200 qu'on avait ou 300, ils sont presque similaires. Donc je pense que le problème est ailleurs. Il faut le faire, cette charte-là, en rendant l'opposition attractive aussi. Il faut rendre attractif le fait d'être un opposant. Cette charte-là ne réserve rien à l'opposant dans l'animation de la vie politique et des avantages surtout. J'ai entendu dans la salle un des chefs de file dire, mais attendez, on va faire l'opposition comment? Et on ne va pas aller au pouvoir pendant 5 ans, on sera assis en train de regarder. Vous comprenez, ça veut dire que dans le pays, les gens font l'opposition pour être appelés par le pouvoir. Dès qu'on leur propose un poste, bon, ils ne sont plus opposants. C'est-à-dire que l'opposition se résume à une question de positionnement. L'idéologie, certes, est une chose fondamentale. Mais je pense que c'est la charte qu'il faut nettoyer et reprendre. C'est une vieille charte. Elle date de président Kérékou. Et que au temps du président Yahi Boni, on a pris un décret d'application
qui ne s'intéresse souvent qu'au chef de l'opposition, dont le statut est même pas trop clair, pas très attractif. Parce qu'on ne sait pas qui est le chef de l'opposition. On ne sait pas, on a dit un des chefs de l'opposition. Donc il y a plusieurs chefs de l'opposition. Il faut revoir ça. Et nous n'allons régler ça au mieux que lorsque nous donnons une certaine priorité à l'existence des partis véritablement nationaux. C'est-à-dire, quand un parti a une dimension d'envergure, quand il dit il est opposant, ça se sent et on peut lui donner des responsabilités. Parce que sur des questions importantes, quand vous regardez comment ça se passe dans certains pays, sur toutes questions importantes, le chef de l'État consulte le chef de l'opposition. Il y en a qui ont même des rencontres, comment on appelle, régulières, fréquentes, 2 semaines, chaque 2 semaines, ainsi de suite. Et toutes les désignations se font en ce moment-là. Opposition, mouvance, vous ne vous retrouvez pas à l'étranger et que ce soit rien que des mouvanciers ou bien rien que des opposants. Donc, on équilibre les choses de manière que être dans l'opposition ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des ressources pour survivre. Le soutien aux partis politiques dont nous avons parlé, le financement des partis politiques est quelque chose de très important. Si ça existe et que vous êtes parti de l'opposition, vous l'obtiendrez de la même manière que les partis de la mouvance dont vous pouvez animer la vie politique. Donc, c'est au niveau de la charte là, nous nous sommes mis d'accord qu'il faut la reprendre entièrement. Il faut avoir du statut de l'opposition. Du statut de l'opposition. Du statut de l'opposition. À ne pas confondre avec la charte des partis politiques. La charte des partis politiques, qui est celle-là nouvelle, contient des éléments sur lesquels nous sommes revenus aussi pour dire il faut faire en sorte que puisse exister et avoir son récépissé, parce que c'était ça le mot qui avait été un problème. Oui. Bon, il faut dire que l'affaire de conformité, ça s'est passé. Aujourd'hui, c'est les récépissés. Bon, on ne parle plus. La loi elle-même ne permet plus ça. On a dépassé. Parce qu'il y avait une période pour que les partis existants se mettent en conformité. Au-delà de cette période, nous n'allons plus parler de certificat de conformité. Donc, ce malaise-là, lui, il est passé. Il faut maintenant avoir le récépissé. Et il faut que tout parti qui veut se constituer et qui remplit les conditions puisse l'avoir sans stress. Je crois qu'on a été dans beaucoup de détails sur ça. Donc, sur la charte, il y a plusieurs autres points que nous n'allons pas terminer ici. Et je suis heureux, vous voyez qu'il y a beaucoup de points discutés et ce dialogue a été intense. Et je dois saluer tous ceux qui ont participé à ça. Très bien. Il y a tout de même un aspect très important que vous avez abordé, les mesures d'apaisement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que certains événements malheureux ont provoqué la fracture de peut-être de vivre ensemble, et vous avez proposé des mesures d'apaisement. Est-ce que cela voudra signifier que on oublie les actes causés? Vous souhaitez qu'on l'oublie? Non, je crois que une nation, il faut qu'une nation se pardonne pour avancer. Et donc, pour avancer, il faut que ceux qui ont ressenti des douleurs, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière, mais que ces douleurs soient apaisées autant que faire se peut. Et donc, nous avons proposé des mesures d'apaisement. Vous voyez, par exemple, dans le cadre des événements de violence que nous avons connus les 1er et 2 mai dans notre pays, il y a eu beaucoup d'arrestations. Ces événements, qu'on le veut ou pas, sont survenus du fait que certains partis étaient expulsés du processus, même si ce n'est pas des lois en vigueur. Et donc, il y a eu des arrestations. Nous avons proposé, par exemple, que le chef de l'État puisse voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut libérer ceux qui ont été arrêtés dans ce cadre, par exemple. La FCB ont proposé, d'autres ont soutenu, par exemple, que toujours dans le cadre de l'apaisement, les poursuites à l'endroit de l'ancien président Boni Yayi puissent être arrêtées, par exemple. Mais tout ça, ce sont des doléances. Parce que ça implique non seulement un aspect politique, mais un aspect juridique et judiciaire. Est-ce qu'on ne demande pas au chef de l'État, par exemple, de s'ingérer dans le judiciaire? Vous savez, le chef de l'État a invité les formations politiques pour lui dire qu'est-ce que je dois faire pour que nous ayons du mieux dans le pays. Et à partir de ce moment-là, chacun a une porte là et une oreille ouverte du chef de l'État et doit dire tout ce qu'il veut dire.
C'est pour ça que nous avons regroupé ce que nous avons fait en deux parties essentielles. Ce qui est mesure d'apaisement n'a pas fait objet d'un débat. Vous ne pouvez pas contredire quelqu'un qui vient là pour dire je veux qu'on me donne 100 francs pour que moi je me repose, supposons. C'est caricature, personne n'a dit ça. Vous ne pouvez pas lui dire non, lui c'est ça qu'il pense que quand on va faire, il y aura apaisement. Donc, la question de demander au chef de l'État de voir dans quelle mesure cela peut se faire dans un élan national. Certains ont demandé que les prisonniers, tous ceux qui ont participé au vandalisme ou des choses qui ont été incarcérés, puissent être libérés pour décrisper l'atmosphère. Ça a été une demande, mais qu'on ne peut pas balayer du revers de la main, parce que peut-être que ça va aider. Et nous avons soutenu d'autres. Mais nous, par exemple, au Bloc républicain, parce que chacun a... Tout à fait. Nous, au Bloc républicain, nous avons dit tout ce qui peut faire décrisper et qui ne va pas créer de problèmes plus grands. Parce que d'autres, il y a des demandes qui vont créer d'autres problèmes, on le sait, mais on ne se le dit pas. À l'analyse, le chef de l'État n'a qu'à regarder ce qui crée le moins de problèmes pour que cela se fasse. Cela veut dire quoi? Si le chef de l'État doit entreprendre, comment on dit, le dialogue avec la justice, avec le parquet, il est chargé de bon fonctionnement des institutions. S'il dit libérer et que la justice dit on ne libère pas, il ne va pas envoyer les militaires ou les choses pour sortir, non. C'est un dialogue qu'il déclenche à partir de cette demande-là. Est-ce qu'on peut, parce qu'il y en a, l'investigation n'est pas finie, ainsi de suite. Il y a des procédures à la justice, mise en liberté provisoire, mise en si provisoire, pour que les gens retrouvent leur famille. C'est comme ça qu'il faut voir. Ce n'est pas demander au chef de l'État l'ingérence dans la justice. Il y a des choses qui ont été demandées. Le retour des exilés, et je suis content que tout le monde ait un peu précisé des choses, des exilés politiques. Parce que nous sommes venus dans un dialogue politique. Nous ne nous mêlons pas. Nous ne pouvons pas demander au chef de l'État d'aller dire au judiciaire de ne pas faire son travail. Mais si quelque chose a un relent politique et qu'il peut être réglé politiquement et que c'est des investigations politiques, on peut demander de ce chef de l'État de voir dans quelle mesure on peut abandonner une poursuite. Mais elle a des conséquences. Parce que vous ne pouvez pas demander de libérer quelqu'un qui a cassé ou brûlé les biens d'un autre sans dire qu'est-ce qu'on fait pour l'autre dont on a détruit les biens. Nous avons aussi dit au chef de l'État, dans la mesure du possible, de regarder comment on peut aider ces gens-là, comment on peut les dédommager de tout ce qu'ils ont subi. Finalement, 18 recommandations, une lourde responsabilité que vous, ou un lourd fardeau que vous conviez, que vous donnez au chef de l'État. En invitant les acteurs politiques, le chef de l'État devait s'attendre à des suggestions politiques. On n'est pas venu en tant que juriste, chacun n'est pas venu pour dire voilà ma formation d'origine. Nous étions là en tant que des acteurs politiques. Donc les solutions, les suggestions ou les recommandations à l'endroit du chef de l'État ne peuvent être que des recommandations politiques. Maintenant, lui n'est pas que politique. Il est chef de l'État, il est une institution politique, il est une institution républicaine, donc c'est à lui de voir comment il pourra naviguer dans tout ça. Mais nous n'avons fait que proposer des solutions et des suggestions politiques. Il devait s'attendre à ça. C'est pour ça que c'était un dialogue politique. N'attendez pas à ce que des acteurs politiques fassent des miracles. Nous, on ne réfléchit pas forcément sur les conséquences juridiques de ce que nous demandons. Nous sommes dans des compromis politiques. Très bien. La parole, la parole a été libérée lors de ce dialogue. On les attend maintenant. Oui, bien sûr. Vous avez entendu le chef de l'État quand il s'est approché du micro pour parler. Nous avons tous noté une émotion profonde. Le président Talon n'est pas quelqu'un qui perd ses mots quand il veut s'exprimer. Il a dit, si le noir, c'est-à-dire si on pouvait lire, on dit chez les blancs, il a rougi, il a fait ci. Si on devait pouvoir le lire sur lui, ce serait quelque chose de très instructif pour nous, sur sa joie, sur son émotion, parce que on a tellement discuté de choses
qu'on pouvait se dire, s'ils venaient, ils vont faire des empoignades là, ils ne vont pas parler, même ils vont sortir. Mais il a entendu beaucoup de choses. Il a fait une grande moisson inespérée. Moi, j'ai dit inespérée parce qu'on est allé sur l'avenir, on a beaucoup suggéré. C'est quand quelqu'un vous appelle pour dire dites-moi le problème, vous ne faites pas économie de parole, sauf si vous êtes venu de façon hypocrite. La parole a été véritablement libérée. Ce que nous attendons, ce que tout le pays attend, c'est l'implication du chef de l'État lui-même. Pour que certains points au moins, puisque pour décrisper une situation, 1 ou 2 actions, on peut avoir demandé 20, mais il peut y avoir une ou 2 actions qui montrent qu'on a commencé. C'est ce que nous espérons. Nous espérons aussi que les différentes institutions concernées par ces propositions-là, parce que les recommandations ne sont pas appliquées par l'exécutif seul. Il y a le législatif. Oui. Vous comprenez? Quand vous amenez un texte à l'Assemblée, le président a beau être chef de l'État, avant d'envoyer un texte, il s'assure qu'il ne bouscule pas non plus les intérêts de ceux qui sont là-bas et qui vont se mettre à voter ou être contre. Donc, il négocie, il demande. Il y a la justice qu'on a interpellée dedans, enfin qu'on n'a pas interpellée, mais qu'on a sollicité de voir des choses à relance juridique. Le chef de l'État n'a qu'à examiner avec les juristes. Il l'a dit, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des sachants de droit avant de dire il faut libérer quelqu'un. Il y en a qui pensent que le chef de l'État peut prendre son bic et dire allez, sortez-moi tout le monde. Comme les gens ont pensé que le chef de l'État peut prendre son bic et dire l'Assemblée là est effacée, ou bien l'Assemblée est dissoute. C'est pas possible. Le chef de l'État, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais selon la connaissance, le niveau de connaissance de chacun ou de l'information dont il dispose, il peut faire une suggestion et qu'elle ne soit pas opérationnelle. Mais tout ce qui peut être opérationnel, nous souhaitons que le chef de l'État prenne cela en compte et que nous ayons vraiment des résultats pour que ce dialogue-là, le sens dans lequel, je le dis encore une fois, la façon dont c'est engagé, de mettre les acteurs politiques eux-mêmes. Demain, nous n'aurons pas l'excuse. C'est pour ça que je crois que chacun de nous a compris à ce dialogue-là. On nous a mis ici. Demain, nous n'aurons pas d'excuse de ne pas dire ce que nous attendons. Très bien. Donc, c'est ça qui a fait le sérieux. Du coup, tout le monde est devenu consensuel sur la question. Très bien. Merci. Chers invités, nous sommes malheureusement à la fin de cette causerie. Certainement, quand on aura d'autres éléments, on y reviendra plus amplement aussi. Merci pour la disponibilité, Fred Kounou. C'est moi. Je vous remercie de nous avoir reçus. Et si je peux dire un mot, c'est dans le cadre de la mise en œuvre peut-être des suggestions que nous avons faites au chef de l'État, si les partis politiques ont encore un rôle à jouer dans l'explication à notre peuple, je souhaite que chacun de nous puissions aller vers le rassemblement et non sur les divisions partisanes. Très bien. Merci. Fred Kounou, responsable au sein donc du parti Foscori pour le développement du Bénin. Hassan Seydou, membre du parti Bloc républicain. Très bien. Oui. Non, je pense que Kounou a dit l'essentiel sur ce qui, dans la suite, chacun de nous doit se mettre prêt. C'est évident que ce que nous avons fait dans la salle, la preuve vous nous appelez ici, n'est pas connu de tout le monde. Ce que nous avons discuté doit être connu de la population. Mais il y a quelqu'un à qui on l'a adressé. Comme certains le disent, on n'a pas vos conclusions. Mais ce n'est pas pour nous les conclusions, c'est pour acquis de droit. Mais une fois que cela a été traité et que des points d'accord ont été sortis et qu'on doit mener, il faut l'expliquer maintenant sur le terrain. Très bien, nous l'avons fait. Et ça, je pense que nous allons nous y impliquer. Le Bloc républicain est prêt à cela et souhaite que dans notre pays, désormais, quand il y a une situation, nous venons de donner la preuve que
il l'a dit, les acteurs de 1990 ne sont pas les acteurs d'aujourd'hui. Mais la constance est restée. Nous avons appris qu'à s'asseoir et faire le dialogue évite la guerre. Très bien, merci beaucoup. Et c'est ce que nous lisons dans ce qui s'est passé. La nouvelle génération a pris la responsabilité. Merci.